Pour l'exposition des clichés de la princesse Stéphanie de Windisch-Grasse, tout ce que compte la capitale de sang bleu et d'aristocratie s'était donné rendez-vous à l'espace Pierre Cardin. Parmi les admirateurs de l'arrière-petite-fille de l'impératrice Sissi, se trouvaient la comtesse de Paris et la grande-duchesse de Russie, toutes deux ravies d'avoir posé pour la princesse. Leur Altesse royale, le prince et la princesse Alexandre de Yougoslavie étaient venus saluer le travail de leur ami, tandis que Pierre Cardin ne tarissait pas d'éloges sur la princesse. On pouvait également croiser Olivier Dassault et la voyante des stars, Yael Didier. L'arrivée de la duchesse de la Rochefoucauld fut très remarquée. C'est la petite fille de l'impératrice ici. Elle m'a apporté 2 ou 3 photos et je me suis dit c'est merveilleux. Écoutez, moi si vous voulez, je vous donne l'espace pendant une dizaine de jours et vous exposez votre talent. C'est comme ça que ça s'est fait, c'est par admiration en réalité. C'est à Monaco qu'a eu lieu le premier pentathlon des célébrités organisé par le prince Albert. Stars du showbiz et Altesse royale n'ont pas hésité à mouiller leur maillot, à commencer par le prince Emmanuel Filiberto de Savoie et Patrick Poivre d'Arvor qui a réalisé des scores dignes d'un tireur d'élite lors du tir au pistolet. La comédienne Clotilde Courreau s'est essayée avec brio à l'art du fleuret, tout comme le top modèle Tasha de Vasconcelos. Le mannequin n'a pas hésité à enchaîner avec l'épreuve de natation, toujours avec élégance. Le prince Albert, quant à lui, s'est illustré dans toutes les épreuves malgré une concurrence de haut niveau. Et c'est d'ailleurs son équipe qui a remporté haut la main ce premier pentathlon, devançant nettement tous ses adversaires. Et c'est Johnny Hallyday qui a remis le prix au vainqueur. Kevin Costner vient d'épouser sa compagne Christine Baumgartner. C'est en Italie, dans une église toscane, que l'acteur a convolé en juste noces. Le fiasco de son premier mariage avec la mère de ses 3 enfants, Cindy Silva, qui lui a coûté 600 millions de francs, ne semble pas l'avoir échaudé. L'acteur n'a pas hésité à passer la bague au doigt de la belle Christine, qu'il a rencontrée sur un parcours de golf. En cas de divorce, il ne risque pas de se ruiner. En effet, l'union célébrée en Italie n'a aucune valeur juridique aux États-Unis. D'après un sondage réalisé pour Pèlerin Magazine, Sophie Marceau est sans conteste l'actrice préférée des Français. La belle de Belphégor arrive en tête du classement, ex aequo avec Josiane Balasco qui bénéficie d'un formidable élan de sympathie. Catherine Deneuve talonne le duo de tête et occupe la 3e position du classement. Isabelle Adjani arrive quant à elle en 5e position. Chez les hommes, pas de surprise, Gérard Depardieu a le premier rôle, suivi de très près par Jean-Paul Belmondo. Alain Delon arrive loin derrière et occupe la 9e position du classement. Bon, vous et Valérie Stéphane, je vous ai vu toutes les deux, le nez rivé sur l'écran, en train de disséquer les soirées. Vous adorez ça? On dit du mal. Ah, vous disiez du mal? C'est qu'on voyait plein de gens qu'on a connus et qu'on connaît encore. Et vous ne sortez pas? Vous ne sortez plus? Comment ça se passe? C'est vrai que moi, avec Lulu, je l'emmène un peu, je le sors un peu, quoi. C'est son âge. Et je préfère être là ou savoir où il est, donc... Ah, vous êtes maman poule, vous allez jusqu'en boîte avec lui? Ben oui. D'accord. Lulu, ça vous gêne pas? Non, non, c'est pas ça, c'est que je lui montre les endroits où il peut aller, et puis après il ira tout seul, puis voilà. D'accord. Bruno Pizzoli, moi je crois savoir que vous déclarez souvent que vous n'avez pas envie de vous laisser apprivoiser par Paris, donc vous préférez le week-end rentrer en Normandie. Oh, bah, vous savez, là par exemple, c'était l'anniversaire de Cathy Guetta, j'étais invité, j'étais en tournage, malheureusement, sinon c'est quelqu'un que j'aime bien et j'y serais allé avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Non, ben... Je suis pas que provincial. Il faut pas s'appuyer sur cette légende-là. De temps en temps, je sors un peu à Paris. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si on fait des avant-premières tous les soirs, alors on voit toujours à peu près les mêmes gens parce que c'est un microcosme comme ça. Et puis que j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Donc quand on y va à dose homéopathique, ça fait plaisir, ça fait du bien. La qualité, pas la quantité. Très bien. Nadine de Rothschild, on vous voyait autrefois beaucoup dans les soirées parisiennes. Aujourd'hui, on ne vous voit plus que dans les soirées caritatives, mais très peu dans ces fêtes de boîtes de nuit, par exemple. Oui, j'ai adoré d'ailleurs. Ça, je veux dire que ça a été ma grande passion. J'aimais beaucoup les boîtes de nuit. Maintenant, j'y accompagnerai mes petites filles un jour, voilà. Mais alors, pourquoi? Parce qu'à chaque âge, c'est plaisir et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de faire la fête comme... Non, d'abord, j'ai perdu mon mari. Donc, vous savez, quand vous avez un être cher qui disparaît, vous n'avez plus envie de réapparaître aussitôt dans des endroits où on fait la fête. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, c'est un peu difficile, quand on voit ces jeunes gens et ces jeunes filles, d'arriver tel que je suis moi, parce que je ne changerai jamais ma personnalité,
je crois que ce serait un tout petit peu déplacé d'être avec eux. Voilà. En même temps, Nadine de Rothschild, moi j'ai lu que vous disiez que vous vous êtes toujours sentie à l'aise partout. Et là, donc, je vous cite, sans doute parce que je n'ai jamais cherché à cacher mes origines ou à paraître ce que je n'étais pas. Oui, mais on ne peut pas cacher son âge, attention. D'accord. C'est là où vous vous sentiriez décalé? Oh, bien sûr, regardez, quand vous avez un gosse charmant comme ça à côté de vous, vous me voyez en train de danser. Non, ce serait ridicule. Mais pourtant, tout a commencé dans une soirée quand vous avez rencontré votre mari. Oui, dans un dîner. J'étais assise à côté de lui et voilà. Et je pense, d'après ce qu'il m'a dit, qu'il était tombé sous mon charme. Et le soir même, il m'a dit, vous êtes la femme de ma vie. Alors je l'ai cru, et effectivement, ça a duré 40 ans. Vous avez comment est-ce qu'il a abordé la conversation ce soir-là? Comment il l'a abordé? Mais comme vous pourriez m'aborder, je suppose, non? Oula, bêtement, en disant, vous avez, je suppose, de beaux yeux, vous êtes charmante, vous êtes gaie. Et il a surtout remarqué une bague que j'avais au doigt. Et il m'a dit, moi, pourquoi vous portez des faux diamants? Alors je lui ai répondu, il ne tient qu'à vous de m'en offrir des vrais. Mais vous savez que c'était un faux? Oui, absolument. Mais surtout, à mon avis, je sais pourquoi vous l'avez séduite. C'est que vous l'avez séduite avec un document qu'on va regarder tout de suite. Ah. Le ciel m'a donné des tas de choses, un joli corsage, une bonne santé, un joli profil et des joues roses, mais il oublia la volonté. Je ne sais pas dire non. Ah, croyez-vous que c'est bête? J'ai le cœur trop bon. Je ne sais pas dire non. Quand maman me disait à la joue non tête, en veux-tu encore, mon joli poupon? Je faisais toujours oui avec ma petite tête et je me flanquais une indigestion. Nadine de Rothschild, vous fredonniez la chanson en même temps qu'elle passait. Hein. C'est un bon souvenir apparemment. J'ai oublié un peu les paroles, mais là je suis absolument contre ce que je viens de dire. Il faut savoir dire non au moment où il faut. Ah. D'accord. Pas dire oui tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Bon. Mais alors justement, parce que vous nous expliquez comment garder un mari. Alors comment on fait pour garder un mari 40 ans comme ça? Parce qu'elles n'y arrivent pas toutes. Oh bah le soupir, Nadine de Rothschild. Non mais je vais vous dire, il n'y a que des divorces aujourd'hui. Alors je ne suis plus du tout, je suis parmi les phénomènes. Enfin il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui sont comme moi. Mais aujourd'hui de plus en plus, combien est-ce qu'il y a de femmes aujourd'hui autour de cette table qui ne sont pas divorcées? Vous n'êtes pas divorcée, vous avez perdu le vôtre? Vous n'êtes pas mariée. Bon, mais en général, toutes les femmes divorcent au bout de 3 ans ou 4 ans de mariage. Pourquoi elles ne s'accrochent pas assez? Ah, non, ça c'est le grand problème. J'ai fait 13 ans avec Serge et je pense que s'il était là, je serais toujours avec lui. Ben, je vous le souhaite, enfin j'aurais pu vous le souhaiter. J'aurais pu vous le souhaiter. Non, mais c'est très difficile de cohabiter avec quelqu'un qui, d'abord, n'est pas de votre... comment je pourrais vous dire? Un homme n'est pas fait pour vivre avec une femme, il faut bien le savoir. Alors justement, voilà. Nadine de Rothschild, puisque vous abordez le thème, j'ai le sentiment que vous êtes beaucoup amusée à faire des déclarations, j'allais dire presque exprès pour faire bondir les féministes. Pas du tout. Alors je vais vous en citer quelques-unes, oui, pas 36, parce qu'on pourrait en écrire un livre, mais entre autres, bien sûr, que vous avez fait, mais entre autres, vous avez dit, moi je suis esclave, j'aime ça. Je suis pour que les hommes travaillent pour moi, je suis une geisha. Eh oui, pourquoi pas? Mon mari a toujours assumé, même s'il avait été, je ne sais pas, moi, chauffeur de taxi, il aurait assumé. J'aurais fait des enfants, je me serais occupée de ma maison, il aurait assumé. C'est le plus beau travail qu'on peut faire pour une femme. Absolument, c'est le plus beau métier que d'être une femme au foyer. Voilà, et je vais vous dire, aujourd'hui, il n'y aurait pas tellement de problèmes entre les couples si beaucoup de femmes, attention, je parle des femmes qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas capables, si vous voulez, de se lever le matin pour aller faire ce qui ne leur plaît pas en général. Elles s'occuperaient de leurs enfants, il y aurait moins de chômage d'abord, et on construirait moins de crèches, ce qui coûte énormément cher, et les femmes seraient avec des enfants à la maison, ce qui n'est pas déshonorant. Enfin, vous parlez de chauffeur de taxi, vous dites tout de même que vous aimez les hommes puissants. Mais j'aime le pouvoir, j'aime les hommes de pouvoir, j'aime les hommes qui ont réussi, mais c'est pas moi qui ai été les chercher, c'est eux qui sont venus vers moi, attention. Hein. Vous avez tout fait pour les attirer dans vos filets? Ben, écoutez, non, j'avais quoi? Un peu d'intelligence, un petit peu d'esprit, et puis j'étais comme toutes les autres, hein. J'étais pas seule sur le parcours, vous savez. Alors, vous dites qu'il faut on a de la chance pendant 5 minutes, et après... Il faut avoir beaucoup d'amour. Non, il faut du travail, c'est du travail. Vous savez. Ah, c'est du travail, l'amour. Oui, c'est du travail, parce que ça demande tous les matins d'être d'abord différente, si on peut, d'être jolie et agréable à regarder, et de ne pas rester dans le même jean que vous avez le matin, votre mari vous retrouve dans la même tenue le soir. Bon, il faut qu'une femme soit une femme féminine. Je sens que ça vous fait réagir, Bambou. Je vous vois hocher la tête. Non, mais moi, je mets des jeans, je mets des jupes plissées, je mets des kilts. Et puis quand on doit sortir, ça m'est arrivé de mettre des robes longues, etc. ou des smokings.
et j'ai rien contre, mais c'est vrai que je suis bien en jean, que Lulu est bien en jean, que Serge était bien en jean et qu'il m'aimait en jean surtout Serge. Mais, moi, je voudrais juste, pardon, Bambou, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit qu'on ne garde pas le même jean le matin et le soir. Il faut avoir la sensation qu'une femme a fait un effort pour accueillir l'homme dont elle est amoureuse. Voilà. Alors, justement, pour conclure sur ce thème, justement, puisque toutes les deux vous dialoguez là-dessus, une petite dernière, hein, où vous nous expliquez un petit peu, j'allais dire, la tactique Nadine de Rothschild pour conserver un homme. Vous dites, pour les garder, il faut une santé à toute épreuve, pouvoir se coucher à 3 heures et se lever à 7, et là je vois Bambou qui acquiesce, accepter qu'il soit macho, ne jamais se poser de questions, mais sans faire l'autruche pour autant. Bambou, toujours d'accord? Très bien. Ne jamais rien exiger et ne déranger à aucun moment. Enfin, il est bon d'accrocher dans sa salle de bain le texte de la chanson de Charles Aznavour, Tu te laisses aller, la femme est faite pour ça, plaire et écouter. Et ça me paraît absolument normal. Ça a été ma technique, si vous voulez, pendant 40 ans. Elle a très très bien marché. Pourquoi est-ce que je n'irais pas dire aux femmes, faites comme moi? Bon, mesdames, je suis d'accord sur beaucoup de choses. D'accord. Et sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Je suis d'accord presque sur tout, mais c'est vrai que, on peut... Ne jamais rien exiger, par exemple? Ça, c'est vrai. Attention, on exige, bien entendu, mais on ne dit pas j'exige, on dit je désire, j'aimerais que... Voilà. Vous êtes en train de nous dire que finalement, sous des diplomatie. Voilà, sous des dehors un petit peu comme ça de femmes soumises, en fait, on est plus maline. Que l'on veut. D'accord. Voilà. Ah, mais moi, je veux rien. Valérie Stéphane, est-ce que vous avez trouvé la... Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire pour trouver la perle rare? Totalement indépendante, et je trouve que c'est pas l'homme qui est pas fait pour vivre avec la femme. Je pense aussi que la femme n'est pas forcément faite pour vivre avec quelqu'un. C'est des rencontres, ça marche, ça marche bien. Mais moi j'ai un petit blocage par rapport au mariage, tout ça, mais... Bruno Puzzulu, je vous sens recroquevillé sur votre fauteuil. Est-ce que vous avez une réaction à toutes ces déclarations de femmes? Moi, j'ai surtout entendu une chose qui me fait un peu peur, c'est que si les femmes s'occupaient plus de leurs enfants, il y aurait moins de chômage. Je crois que c'est un raccourci dangereux que de dire ça. Non, monsieur, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez des femmes qui gagnent 3,50 francs. Ouais. Bon, elles gagnent 3,50 francs parce que d'abord, on ne peut pas les payer plus ou on ne veut pas les payer plus. J'estime qu'on devrait payer la mère qui veut rester au foyer. Il y a celles qui veulent en sortir, il y a celles qui veulent rester. Il y a celles qui sont obligées d'aller travailler. Mais si c'est pour gagner ce qu'elles gagnent, ça ne vaut pas la peine. Et on construit des crèches, on demande aux assistantes sociales tellement de choses pour permettre aux femmes qui n'en ont pas la possibilité de sortir de chez elles. Pourquoi gardons-les à la maison et donnons-leur les moyens d'avoir un salaire à la maison? Ça devient un métier, alors. Ça devient... Mais c'est pas un métier. Oui, mais être une femme à la maison n'a rien de choquant. Mais tout le monde n'a pas la chance, chère Nadine, d'épouser un Rothschild aussi. Mais bien entendu, c'est ce que je suis en train de dire dans mon livre. Dans ce livre, vous n'avez que des femmes d'exception dont je fais partie, excusez-moi. Mais vous avez des femmes qui ont eu un destin tout à fait extraordinaire. Donc les autres femmes ont épousé des hommes, entre guillemets, normaux. Mais ce que n'était pas normal. Ce que Bruno Puzzulu voulait dire, c'est que ce n'est pas parce que les femmes sont au travail que les hommes sont au chômage. On n'a pas pris, nous, il y a une grande majorité de chômage féminin, si, absolument. Mais c'est pas politique. C'est votre avis. Non, mais c'est pas politique. Alors on ne dira pas, mesdames, restez chez vous, occupez-vous de vos gosses. En tout cas, c'est pas parce qu'on garde les femmes à la maison qu'on n'a pas de soucis. Regardez la reine d'Angleterre. Eh bien, 2001 sera-t-elle pour elle une nouvelle Annus Horribilis? C'est son expression, hein, pardon. Et c'est vrai qu'elle ne peut pas fêter ses 75 ans tranquillement. Elle a beaucoup de problèmes avec ses belles-filles. Aujourd'hui, eh bien, elle est accablée par la dernière d'entre elles, Sophie Rhys-Jones. Revenons un petit peu sur les joyeuses commères de Windsor avec Aurélie Condou. L'affaire a éclaté un 1er avril, mais elle n'a rien d'une plaisanterie. Ce jour-là, toute l'Angleterre se réveille au son des derniers scandales de la famille royale. Cette fois-ci, l'affaire touche Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, épouse du prince Édouard. À la une des journaux, on apprend alors qu'elle qualifie la reine, sa belle-mère, de chère vieille, que Charles, son beau-frère, est considéré comme un charlatan et que pour se marier avec Camilla Parker Bowles, il devra attendre la mort de la vieille lady. Tony Blair et sa femme Cherry en prennent eux aussi pour leur grade. Elle les accuse de ne rien comprendre au monde rural, bref, d'être des incapables. Quelle mouche a donc piqué l'ex-secrétaire, anoblie par un mariage princier, elle qui semblait animer pourtant des meilleures intentions. Je suis consciente de toutes les responsabilités que cela implique d'être mariée à un prince et d'être la bru de la reine. Mais je me sens prête à les assumer.
C'est en pensant se confier à un client potentiel de sa société de relations publiques que la comtesse s'est en réalité faite piéger par un journaliste. Se faisant passer pour un important prince arabe de Dubaï, les faux milliards du chèque en bois ont fait tourner la tête de Sophie, qui tout émoustillée à la vue d'un gros contrat n'était pas au bout de ses malheurs. Malgré les lettres d'excuses envoyées à toutes ses victimes, Sophie Rhys-Jones n'est donc pas prête de remplacer Diana dans le cœur des Britanniques. Diana aussi avait donné des sueurs froides à la couronne, car la princesse des cœurs était aussi la reine des gaffes. A commencer par sa sulfureuse liaison avec son professeur d'équitation, le Major Hewitt. Une passion qui lui a fait perdre la raison en déclarant sa flamme et ses fantasmes dans des lettres qui passeront d'abord entre les mains des médias avant d'arriver à destination. Toute l'Angleterre y découvre alors une Diana sulfureuse qui n'a rien de la belle fille sage et obéissante que souhaitait la reine pour son petit Charles. Une bru qui allait une fois encore et devant des millions de téléspectateurs donner des cheveux blancs à sa belle-mère. En restant prince de Galles, Charles a plus de liberté que s'il devenait roi. C'est mon mari, je le connais bien, et je pense que ce travail ultime, comme je l'appelle, l'étouffera et le privera de beaucoup de choses. Je ne suis donc pas persuadée qu'il fasse un bon roi. Jamais 203, Sarah Ferguson, l'autre belle-fille de la reine, a elle aussi fait parler d'elle. En 1995, l'ex-femme du prince Andrew se laisse aller à des escapades balnéaires bien coquines et tout aussi adultérines. On la découvre batifolant dans la piscine d'une villa de Bornes-les-Mimosas, tandis que son conseiller financier Johnny Bryan lui suçote gentiment les orteils. Le scénario est trop mauvais, elle divorce en 1996. J'ai sans cesse vécu les harcèlements de la presse britannique, tout comme les hostilités à peine voilées de la famille royale. Ils me tuaient chaque jour à petit feu, et à ce moment-là, j'ai décidé de m'en sortir. La pression du titre est-elle trop forte pour que ces roturières en oublient de garder la tête sur les épaules? La reine vient d'ordonner à Sophie Rhys-Jones de démissionner de sa société et de renoncer à toute activité professionnelle pour ne se consacrer qu'à un seul métier, celui d'épouse résignée et dévouée. Car si dans la société actuelle, les femmes mènent de front travail et famille, à Buckingham, sous l'autorité de la reine, la comtesse est condamnée à s'en tenir sagement à un rôle de femme au foyer, à moins que, comme Fergie, elle ne décide de voler de ses propres ailes. Aujourd'hui, je suis une femme entièrement indépendante et je suis largement responsable financièrement de ma famille. Je passe donc la plupart de mon temps à travailler. L'avenir de Sophie semble donc bien incertain, surtout lorsque l'on sait que ses deux belles-sœurs ont divorcé. En tout cas pour le palais, ces belles princesses de la cour sont des ornements bien pâles, et si elles empruntent à l'emblème de l'Angleterre, elles sont comme des roses, mais avec des épines. Alors, Nadine de Rothschild, on a envie de vous poser beaucoup de questions à ce sujet, notamment parce que vous publiez L'amour est affaire de femme, mais vous dites dans votre livre que eh bien, c'est de leur faute si elles ont divorcé. C'est qu'elles n'avaient qu'à mieux le garder. Et oui, quand on a une situation comme ça, on reste assise dessus, on s'en va pas, on reste là. C'est Diana, elle n'en pouvait plus. Et l'amour dans tout ça, si l'amour n'est plus là. Il faut savoir ce que l'on veut au départ. Bon, on ne devient pas princesse royale comme ça. Bon. Si vous êtes là, il faut faire ce qu'il faut. Si vous signez un contrat, il faut rester en place. Et assumer. C'est une question de volonté, c'est une question... Bon, ben l'amour, elle l'a trouvé ailleurs, elle l'a prouvé, elle a mal fait ses choix, parce que c'était désastreux. Mais lui, il faisait de son côté, elle faisait du sien. Mais alors, ça a toujours été la même chose, ça a toujours existé. En gros, il vaut mieux être trompé que divorcé. Ah, mais sans aucun doute. Ça demande d'abord moins de formalités, je peux vous le dire. Non, vous fascinez Lulu, hein, il vous regarde, il vous écoute. Mais il a raison, sa mère n'aurait jamais divorcé de son père, j'en suis certaine. Mais il avait de l'amour. Bon, pardon? Non, mais vous ne l'auriez jamais quitté. Non, bon, alors voilà. Et puis, c'est pas ça les drames de tous ces enfants d'occasion. Moi, je trouve que c'est dramatique. Aujourd'hui, on met un gosse avec un grand-père, une grand-mère. 2 jours après, il y en a 4 qui se présentent. Mais c'est pas possible. On ne peut pas vivre dans une situation et une société où chacun a des enfants partout. Pourtant, Nadine, la réalité aujourd'hui, les familles recomposées, c'est un phénomène de société. Mais oui, mais c'est pas pour ça que ce soit heureux pour les enfants. Je suis navrée. Tous les gosses aujourd'hui, dans toutes les écoles, ne savent plus qui sont les parents, où ils sont. Ce sont des enfants d'occasion. Moi, je dis non. Je vous coupe, Stéphane, mais je vois Lulu qui hoche la tête, qui fait plein de signes et qui, comme il parle peu, je vais vers lui. Lulu, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que vous venez d'entendre? Moi, j'en pense que... Lulu, est-ce que vous auriez aimé avoir un autre père que le vôtre aujourd'hui? Est-ce que vous aimeriez? Non. Bon. Non. Mais c'est difficile pour lui d'en parler vu que son papa n'est pas là. C'est dur de répondre. Vous arriveriez avec un autre homme dans votre vie, je suis persuadée qu'il n'aimerait pas du tout, c'est normal. Aucun enfant
n'aime voir un nouveau visage que le père ou la mère. C'est pas oui, possible. Vous avez raison, mais Lulu aussi, il aimerait me voir heureuse aussi, et ça, je pense qu'il l'accepterait. Mais vous pouvez l'être sans lui imposer qui que ce soit qui puisse le déranger, lui. C'est clair. Et Diana aurait pu le faire, elle l'a fait. Bon, elle aurait pu s'arranger. C'est pas facile d'entrer comme ça dans une famille. Lulu sourit en tout cas. Je veux vous dire qu'il est timide, il n'en pense pas moins, il sourit. Mais on n'y va pas si on n'est pas capable d'assumer, je suis navrée. Oui, mais par exemple, les roturières comme vous, parce que vous avez travaillé à la chaîne, vous avez fabriqué de la laine, enfin, vous avez tout fait avant de réussir. Et finalement, vous avez tombé sur le gros lot, le baron Edmond de Rothschild. C'est comme ça que vous l'appelez bah, c'était quand même dans les fortunes. Pas un kilo, soyons honnêtes. C'est quand même une grosse fortune. Mais justement, est-ce que vous avez été accepté? Ils ont sorti les couteaux quand ils vous ont vu arriver, les Rothschild? Pas du tout, je vais vous dire, les Rothschild sont comme les Aga Khan, ou comme ces grandes fortunes, si vous voulez, ils prennent la personne qui arrive à condition d'assumer et d'accomplir le devoir dont vous êtes chargé. C'est tout. Moi, j'ai fait au maximum ce que je pouvais faire. Je suis entrée dans une communauté qui n'était pas la mienne au départ, et je peux dire que je m'en tire très bien, et les gens sont absolument adorables. Et là, en l'occurrence, vous estimez que les belles filles de la reine d'Angleterre n'ont pas assumé leur rôle? Elles se sont conduites en midinettes, et midinettes entre guillemets, ça n'est pas péjoratif. Elles auraient dû épouser quelqu'un d'autre en dessous, c'est tout, mais elles n'étaient pas faites pour ça, voilà. Bruno, une réaction? C'est dommage qu'il n'y ait pas une place à France. À chaque fois, je sens Bruno également. Vous provoquez beaucoup de réactions, Nadine de Rothschild. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Non, ça ne me concerne que très peu, mais ce que j'en retire, c'est peut-être pas lié directement à ce qu'on dit, mais c'est que quand même, aujourd'hui, l'argent dans notre société est plus une fin qu'un moyen. Peut-être que pendant la résistance, c'était pas comme ça. Moi, je pense toujours aux périodes de guerre aujourd'hui. Voilà. Oui, mais enfin, vous avez un Rothschild pour 40 millions de Français qui sont des gens normaux et qui ont des familles. Il y avait un Hitler pour plusieurs aussi. Oui, non, mais attention, ne comparez pas, si vous voulez. Je ne compare pas, bon, s'il vous plaît, mais vous prenez des raccourcis en me disant il n'y a qu'un Rothschild. C'est pas ce que je vous dis. On ne peut pas toutes les avoir, on ne peut pas toutes l'avoir. Non, mais vous avez un raisonnement un peu rigide. Donc en réalité, les 10 commandements, on ne peut pas faire ça, on doit faire ça. Et quand on a des enfants, écoutez, moi mon opinion est que quand on a des enfants, on reste marié. Jusqu'à ce que les enfants puissent prendre... C'est votre opinion. Et vous dites mon opinion. Ce n'est que votre opinion. Oui, et pour vous, Bruno, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Vous que je la partage, cette opinion, quand même. Pas avec moi, mais je vous le dis. Alors Bruno, puisque vous prenez la parole, et qu'on vous la donne d'ailleurs, on va un petit peu parler de votre parcours. Je l'ai dit en vous présentant, vous auriez pu, vous m'avez rectifié en disant non, j'aurais souhaité être footballeur professionnel. Vous avez également fait de la boxe, de taekwondo. Ouais. C'est de la boxe, c'est ça, hein? Oui, la boxe coréenne. Voilà, on peut dire ça. Et puis finalement, vous êtes tourné vers le métier d'acteur, de comédien. Heureusement pour nous, mais assez tardivement, 18 ans. Donc 19 même. 19 C'était pas une vocation, le théâtre? Non, vous savez, vocation, je sais pas très bien ce que ça veut dire. C'est un rapport avec l'inconscient, et comme l'inconscient, on s'interroge encore dessus, non? Oui. Ça fait bien. C'est spectaculaire de dire j'ai eu la vocation à 4 ans. C'est venu plus tard. Moi, j'ai un frère qui est instituteur. Je l'ai vu jouer au théâtre et ça m'a donné envie. Et vous avez pris des cours en Normandie? En Normandie, puis ensuite au Conservatoire national à Paris. Alors, mais justement, le déclic qui fait qu'on part de la Normandie, qu'on arrive à Paris, comment il se fait? Eh bien parce que naïvement j'ai demandé à mon professeur s'il y avait une grande école de théâtre, et puis il m'a répondu conservatoire. Et vous savez que le conservatoire est une école gratuite, et moi je n'aurais pas eu les moyens de payer un cours privé, 1800 francs par mois, en plus avoir un appartement. Donc j'étais au conservatoire et tous les jours je faisais l'aller-retour Rouen-Paris, Paris-Rouen. Et j'avais ma petite copine qui habitait près de la gare, donc ça vous aviez un point pour arriver. Mais il paraît que le moral n'était pas très bon à votre arrivée à Paris, que vous aviez un peu le blues, comme on dit. Oui, parce que tous les gens venaient des cours, comme les cours Florent, ils se connaissaient tous. Moi j'avais pas d'argent, je me posais des questions aussi ridicules. Est-ce que je serre la main, est-ce que je les embrasse? Ils avaient un agent, moi j'étais un peu paumé, et mon prof... Philippe Adrien m'a un peu soutenu, c'est grâce à lui que je suis resté. Il vous a aidé à tenir le coup? Voilà. Ouais. Et ce qui est formidable, c'est quand le succès est arrivé aussi, grâce au cinéma en partie, parce que c'est vrai que vous avez été, on vous a vu dans l'APA de Tavernier, mais vous êtes resté fidèle à la Comédie Française, parce que pour vous c'était le temple, et vous êtes l'un des rares, on peut le dire, à ne pas dénigrer quand même ce qui est l'une des gloires de notre pays.
Je ne dénigrerai jamais la Comédie Française. C'est elle qui m'a donné mon premier emploi, qui m'a proposé de l'argent pour jouer. Je n'espérais jamais ça. Quand on rentre au conservatoire, c'est bien, mais après on se dit qui aura bien l'idée de m'appeler, de me payer pour jouer. Alors là, on va parler maintenant de Miss France 2001, Élodie Gossuin qui malheureusement a subi les affres d'une terrible rumeur véhiculée par ce qu'on appelle des journalistes. Moi j'appellerais ça plutôt des pseudo-journalistes, hein, franchement. J'espère qu'elle ne se laissera pas blesser par de telles énormités. Ça n'en vaut absolument pas la peine. En tout cas, elle a gardé le sourire pour preuve. Elle nous a permis de la suivre dans les coulisses de son premier voyage au Japon, où elle a déclenché, mais vraiment l'hystérie, la folie, partout où elle passait. Et c'est un reportage signé Gilles Amado. C'est à Tokyo, Osaka et Nagoya que plus de 3000 jeunes japonaises attendaient avec impatience l'arrivée de Miss France. Et dès que la belle Élodie est apparue, ce ne fut que larmes, sourires et cris d'hystérie. À chaque apparition, Élodie est adulée, admirée et ovationnée pendant les 4 jours d'une tournée de plus de 2000 km à travers le pays où règne le mont Fujiyama. Le comportement des Japonaises est totalement différent de celui des Françaises, enfin je trouve, parce qu'en fait c'est vrai qu'elles sont très admiratives et en quelque sorte on devient leur exemple et elles aimeraient extrêmement ressembler aux occidentales. Et les Françaises au contraire sont plus facilement critiques, et en France quand quelqu'un réussit on est obligé de le critiquer, alors qu'ici on l'admire et on le respecte, et je crois que c'est totalement différent de ce point de vue là. Une petite cuillère de Nagoya en souvenir pour ma maman qui collectionne toutes ces petites cuillères. Chaque journée est réglée à la seconde. Le matin, photo pour la presse nippone, et l'après-midi, défilé jusqu'à 16h. Marine et Stéphanie, ces deux dauphines, ne sont pas venues pour rêver. Élodie peut-être. Dans la peau d'une japonaise, je me sens très bien. Parce que le costume c'est traditionnel et très agréable à porter. Il y a un certain bien-être qui nous entoure et c'est formidable. C'est bien, Manu, c'est bien. 160 millions d'habitants vivent dans ces mégalopoles où les voies rapides se courbent au 10e étage des buildings. À Ginza, les Champs-Élysées de Tokyo, les idéogrammes signalent l'entrée des machines à sous. Élodie tente sa chance et cela lui réussit plutôt bien. Le temple d'Asakusa est un lieu de prière. Ce matin, il règne une atmosphère un petit peu... c'est très spécial, c'est religieux. Je la connais, c'est Miss France, elle s'appelle Élodie. Elle me disait que j'étais belle. La cérémonie du thé est une tradition millénaire. Rien n'a changé depuis les seigneurs du Japon ancien. Le ocha se boit fouetté et en 3 gorgées. Allez, je fais Geneviève de Fontenay aujourd'hui. C'est moi qui rapasse. Oh là là, les filles. Il faut que je vienne à Tokyo pour voir l'intégralité de l'émission, mais... Retour à la réalité du spectacle organisé par Xavier de Fontenay. On est un pays très exotique pour eux. Le comble de l'exotisme pour un japonais, c'est de voir arriver une Poitevine et une Corse, finalement. Et tout d'un coup, elles réalisent qu'elles sont là, devant elles, et qu'elles vont pouvoir évidemment leur serrer la main, leur faire coucou, faire une photo avec elles. C'est vrai que les Japonais ont l'air d'extérioriser énormément leurs émotions, aussi bien positives que négatives, et là en l'occurrence positives. Par groupe de 50, toute la salle fera la photo souvenir. Il ne reste plus qu'à Élodie à découvrir le Japon, mais cette fois-ci à la japonaise. Voilà, c'est un peu la reine de France aussi, dans l'empire du soleil levant. Il faut que vous rameniez tout à la royauté. Mais oui, parce que c'est vraiment, d'abord c'est un empire, et c'est vrai qu'elle a l'air d'être reçue comme une reine. Je me tourne vers Lulu juste une seconde pour vous poser une question. Elle vous fait rêver, Miss France? Vous aimeriez... Non? Pas du tout. Non, pas du tout. Allez donc, ça non, j'ai raté mon effet alors. Mais... Qui vous fait rêver d'ailleurs? Quelles sont les jeunes filles? Idoles, jeunes filles.
On sait que le prince William, à un moment, il paraît que c'était Britney Spears. Britney Spears. Alors, c'est qui? C'est Alizé? C'est Drew Barrymore. Drew Barrymore. Oui. Il n'a pas mauvais goût, t'as pas mauvais goût. En plus, elle est intelligente, elle joue très bien, donc c'est bien. C'est pas mal. Donc la maman donne son aval. Pour Drew Barrymore. Bon, très bien, d'accord. David de Rothschild, c'est vrai, vous êtes passé, on a le sentiment, à côté d'une carrière de comédienne. Vous avez joué avec Brigitte Bardot en effeuillant la Marguerite, je crois. Oui. Et pourquoi vous n'avez pas continué sur cette destinée-là? Parce que d'abord, je crois que je n'aurais jamais été une très grosse vedette. J'aurais été une charmante vedette de théâtre, mais de cinéma sûrement pas. Donc j'ai fait beaucoup de films en Angleterre, j'ai fait beaucoup de films en Allemagne aussi, mais je ne pense pas que j'aurais été ce qu'on appelle une star, sûrement pas. Alors dans votre livre, vous évoquez le destin de nombreuses femmes célèbres. Oui. Il y a Ira Furstenberg qui finalement a fait du cinéma, mais il y a aussi une Miss France qui s'appelait Yvette Labrousse 1930, je crois me souvenir, qui est devenue la Begum Aga Khan III. Quelle carrière de... Et toutes ces femmes qui sont dans ce livre ont fait une carrière absolument exceptionnelle, carrière de femmes, hein. Carrière de femmes à travers les hommes, donc certaines vraiment en faisant carrière pour la carrière, d'autres comme Zizi Jeanmaire ou Lynn Renault se sont toujours intégrées à travers leur mari et ont fait aussi des carrières, tout en restant des épouses absolument admirables. Si vous me permettez de vous couper, moi j'aurais souhaité relever un mot que vous utilisez, c'est le mot carrière. Là, vous parlez d'une femme qui a épousé et qui est devenue donc la Aga Khan III, mais est-ce qu'on peut parler de carrière à ce moment-là? Et d'amour. Oui, bien entendu, parce que suivre votre mari, quand vous épousez l'Aga Khan, vous ne restez pas à tricoter tous les matins, vous avez des obligations, vous devez quand même tenir votre rang, et le rang de la Begum Aga Khan n'est pas quelque chose de simple, croyez-moi. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui accepteraient de jouer ce jeu avec tout ce que cela comporte d'obligations. Regardez, Diana n'a pas tenu le coup, Ferguson non plus. Ce sont des obligations extrêmement difficiles. Donc pour vous, c'est intimement lié. L'amour est synonyme de carrière. Attendez, vous mélangez tout, s'il vous plaît. J'essaie de comprendre. Non, mais écoutez, vous aimez votre mari, vous avez une carrière aujourd'hui, ça ne vous empêche pas de faire une carrière et d'être une femme amoureuse. Ben, elle, c'est la même chose. Oui, mais le problème, c'est qu'elles épousaient, ces femmes étaient charmantes, jolies minois. Elles épousent des hommes riches et laids. Et alors, qu'est-ce qui les attire? Parce qu'elles auraient pu en trouver des beaux. Regardez la calasse des bouts de Memphis. Ah, non, attendez. Attention, Gainsbourg chantait la beauté des laits. Hein. Stéphane, je vous arrête. Un Aziz avait un charme comme peu d'hommes pouvaient avoir un charme. Il était petit, il n'était pas soigné, enfin, il était soigné, mais il était un peu fripé, je dirais. Mais c'était un homme qui avait un charme exceptionnel, mais on fondait devant lui. Oui, en gros, vous préféreriez un gros routier, je veux dire un bel amant, un beau routier bel amant, plutôt qu'un homme... un homme quoi? Riche, mais laid. Mais non, mais on peut prendre les deux, de toute façon, vous inquiétez Alors, on veut tout savoir. Vous, par exemple, c'était une histoire magique, c'est vrai, votre mariage avec Edmond de Rothschild. Il n'y a jamais eu de votre part un coup de canif au contrat? Ah, ça ne vous regarde pas. Vous pensez bien que la tête sur le billot, je n'avouerai jamais. Je vais vous dire ça, jamais. Faut pas avouer. Mais jamais, c'est la plus grande erreur. Parce que je vais vous dire, si on vous dit la vérité, vous êtes morte. Parce que vous ne pardonnerez jamais. Il n'y a aucune femme au monde à qui on vient se confier. Messieurs, écoutez-moi bien. N'allez jamais le dire à votre épouse, je t'ai trompé, parce qu'il recherche une mère à ce moment-là qui va lui pardonner. Une femme ne pardonne jamais. Elle le dit, mais ça n'est pas vrai. Alors, enfin un point d'accord. Valérie, je me tourne vers vous parce qu'on a vu tout à l'heure le sujet sur Miss France et c'est vrai que c'est la beauté qui est valorisée par ce concours. Vous, au contraire, vous dites que pour aller faire des castings, vous faisiez tout pour vous enlaidir parce qu'en France, c'est pas bien vu d'être comédienne et belle. À l'époque, j'ai entendu beaucoup de metteurs en scène, vous êtes trop blonde, vous êtes trop belle, vous n'avez rien vécu. J'avais envie de leur dire, viens voir ce que j'ai vécu, tu vas voir que je peux faire le rôle d'une psychopathe. Alors qu'aux États-Unis, moi j'aime rêver, je fais ce métier pour rêver, et je trouve qu'en France, on a tendance à toujours voir des actrices, des acteurs, voilà.